Bienvenue à tous sur cet espace dédié à la GRH. Nous vous présentons ici une série complète conçue pour permettre aux gestionnaires des ressources humaines, aux chercheurs, aux consultants et à toute personne intéressée de construire une compétence globale en GRH et évoluer vers une expertise professionnelle reconnue. Ce que nous vous présentons ici est le fruit de 30 ans d'expérience réelle. Nous avons réservé ce premier épisode à la présentation du système GRH à travers, premièrement, l'explicitation de ce qu'est la GRH, en second lieu, la place, l'importance et le rôle des ressources humaines dans l'organisation, les enjeux, les missions et les domaines d'intervention de la GRH. Puis après, nous présentons également les modèles de GRH selon une classification bien donnée. Qu'est-ce que la GRH? La GRH est à la fois un dispositif et un processus. C'est le dispositif institué au sein d'une organisation par les organes compétents pour mettre en place et développer de manière continue le capital humain de cette organisation. Ce dispositif comprend des stratégies, des politiques, des pratiques, des méthodes, des outils, des procédures pour définir, référencer, acquérir, mobiliser, conserver et développer les ressources humaines d'une organisation dans un cadre de travail bien déterminé et dûment organisé, et ce afin d'assurer la réalisation de l'activité de l'organisation et de ses objectifs de performance, de compétitivité et de concurrence. Dans sa dimension processus, la GRH est le processus de gestion déployé de manière réfléchie et organisée pour assurer à l'organisation la disponibilité de ressources humaines suffisantes et compétentes pour réaliser le processus managérial, le processus technique, le processus logistique, le processus commercial, et pour veiller sur leur développement et leur bien-être de telle manière à permettre à cette organisation de soutenir la concurrence, promouvoir sa compétitivité au sein du secteur d'activité et renforcer sa position parmi les concurrents. Il faut signaler que la GRH n'est pas uniquement l'affaire des gestionnaires de la fonction ressources humaines. C'est un processus intégré, et il faut bien souligner cet aspect, c'est un processus intégré à toute l'activité de l'organisation. C'est une responsabilité partagée à tous les niveaux. On ne peut réussir une GRH sans le concours et la contribution de tout le système de management et à tout. L'importance de la GRH vient de l'importance de la place des ressources humaines dans l'organisation. Pour comprendre cette place, procédons à une analyse de ce qu'est l'organisation dans ses différentes dimensions. Rappelons que l'acte de déclaration de la naissance de l'organisation, c'est la définition de ses missions institutionnelles qui sont sa raison d'être. La réalisation de ces missions nécessite la définition d'un projet stratégique avec des objectifs stratégiques bien définis. Et pour réaliser ce projet stratégique, il faut le traduire en des programmes et des plans d'action dont la réalisation nécessite la mise en œuvre de processus recouvrant différentes opérations et consommant des ressources financières, matérielles et informationnelles sous l'encadrement de la législation appropriée et sous l'encadrement des orientations du contrôle interne et des exigences du système de management de la qualité. À tous ces niveaux,
Ce sont les ressources humaines qui accomplissent les opérations et dégagent les résultats attendus. Donc, les ressources humaines occupent une place centrale dans l'organisation et conditionnent totalement sa vie et ses actions et son développement, voire son avenir. Quelle est l'importance de la ressource humaine dans l'organisation? Certes, la ressource humaine est une ressource parmi d'autres, mais elle est là, elle reste la ressource principale, car c'est elle qui mobilise les autres ressources et leur donne leur effet. C'est elle qui les gère, c'est elle qui assure leur maintenance, c'est elle qui peut assurer leur développement adéquat et leur adaptation. Donc, d'où cette importance. Ce qui différencie plus la ressource humaine des autres ressources, c'est que la ressource humaine est une ressource permanente. Contrairement aux autres ressources, les ressources, par exemple, financières, relèvent généralement d'un budget annuel, ou biennal ou triennal, donc d'une durée limitée. Les ressources matérielles ont une durée de vie limitée par l'usage. Ils font l'objet d'un amortissement et finissent, au fil des ans, se dégradent et finissent à la réforme. Les ressources informationnelles périssent rapidement et ont besoin d'être actualisées sans cesse, faute de quoi elles ne serviront pas à grand-chose. Par contre, la ressource humaine est disponible généralement pendant un long terme. Un cadre est en général là, présent, jusqu'à la retraite. Bien qu'il peut faire l'objet de mobilité fonctionnelle ou de mobilité géographique ou de mobilité spatiale, ce n'est que faute d'une gestion efficace que l'on peut perdre des cadres, surtout par exemple des talents ou des compétences distinctives. De plus, la ressource humaine est une ressource dynamique, du fait qu'elle se prête à se développer par la capitalisation des acquis professionnels et l'intégration de nouveaux savoirs et savoir-faire, généralement par la formation. Elles ont donc la capacité de s'adapter au changement de l'environnement et donc d'être à tout moment en mesure de répondre à ce qui est attendu d'eux pour donc développer et assurer à l'organisation la réalisation de ses objectifs et également de soutenir la concurrence. Enfin, la ressource humaine est un réservoir interne de moyens d'action pour faire face à un environnement de plus en plus complexe et recelant des mutations rapides et des situations de concurrence de plus en plus agressives. Ceci nécessite donc le déploiement de compétences distinctives en mesure donc de soutenir la concurrence et également la mobilisation de talents capables d'innover et de créer et donc d'ouvrir à l'organisation des horizons prometteurs dans son secteur, voire en dehors de son secteur. Les ressources humaines jouent un rôle très important au niveau de l'espace organisationnel et au niveau de la vie de l'organisation. Et de ce fait, les ressources humaines constituent le principal capital de l'organisation. Elles sont présentes à tous les niveaux
des processus, qu'il s'agisse de processus de management, de processus de production ou de processus de soutien. Elles agissent en amont, en cours et en aval. Ce sont les ressources humaines qui fournissent les éléments de base pour concevoir et réaliser les diagnostics, formuler et formaliser les stratégies et les politiques qui encadrent et guident l'action de l'organisation. Ce sont encore les ressources humaines qui fournissent les contenus d'action appelés à fonder les cycles de planification et de programmation. Une fois les programmes, projets et plans arrêtés et validés, leur réalisation relève également de l'action des ressources humaines qui se chargent de la mise en œuvre des actions retenues dans ces programmes et projets. Cette réalisation appelle une évaluation double, interne ou externe. Externe à travers l'engagement d'un acteur externe tel qu'un expert, un consultant ou un auditeur. Interne ou externe, cette évaluation implique nécessairement les ressources humaines de l'organisation, ressources qui fournissent les informations et les explications nécessaires donc, pour formuler cette évaluation et dégager des conclusions. Les ressources humaines prendront par la suite en charge les actions dégagées par les conclusions de contrôle ou d'évaluation pour pouvoir assurer le développement de l'action de l'organisation, voire de ses missions, ses stratégies, ses politiques, ses processus et même sa structure organisationnelle. Sur un autre plan, les ressources humaines contribuent à la sauvegarde des intérêts de l'organisation, sa protection et le renforcement de sa position au niveau de son secteur, quelle que soit, sa nature, ou sa position institutionnelle lorsqu'il s'agit d'une organisation non économique telle qu'une organisation administrative. Cette sauvegarde nécessite l'implication des ressources humaines dans les actions de veille, soit à leur niveau d'action, soit parfois au-delà de ce niveau. Car la veille n'a ni limite fonctionnelle, ni limite géographique, ni limite temporelle. L'action de l'organisation dépend de la disponibilité d'informations fiables, actuelles et pertinentes. Les principaux fournisseurs de ces informations restent toujours les ressources humaines de l'organisation qui alimentent le système d'information et l'utilisent et également relèvent les imperformances de ce système et donc les communiquent aux responsables du système d'information. On peut remarquer en examinant ce schéma, on peut remarquer à quelques traits, à quelques détails près, qu'on trouve dans la logique de ce schéma la fameuse roue de Deming, ou ce qu'on appelle autrement le schéma PDCA. Voyons maintenant quels sont les enjeux de la GRH. La GRH n'est pas une gestion ni une fonction autonome. Elle doit être nécessairement au service du projet stratégique de l'organisation, qu'elle doit se déployer pour le réaliser à travers les programmes et plans d'action. Pour cela, la GRH exige qu'elle soit objective et neutre, ce qui implique qu'elle doit être une gestion outillée, référencée et documentée. Cette gestion doit viser la maîtrise qualitative et quantitative des ressources humaines. On verra que l'outil ou le système principal de cette maîtrise reste la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des effectifs, à laquelle nous allons donc consacrer tout un épisode. Tout
toute gestion, quelle que soit cette gestion, nécessite des informations fiables, actuelles et constamment disponibles, ce qui renvoie pour la gestion des ressources humaines à une gestion adossée à un système d'information ressources humaines pertinent et dûment mobilisé par tous les intervenants. L'un des enjeux capitaux de la GRH est d'assurer une gestion individualisée des compétences distinctives de l'organisation, compétences qui pèsent lourd dans le capital humain et qui font la différence par rapport aux concurrents. De même que la mise en place d'un management adéquat qui entoure de l'attention nécessaire les talents et assure une veille sur tout ce qui les concerne est indispensable et conditionne généralement le devenir et l'avenir de l'organisation. Voyons maintenant quelles sont les missions de la gestion des ressources humaines. Pour répondre aux enjeux auxquels elle doit faire face, la GRH doit assurer des missions indispensables pour l'existence et le succès de l'organisation. En premier lieu, le système GRH doit mettre en place et mobiliser les process et outils adéquats pour attirer et engager les cadres porteurs de profils et de compétences, leur permettant de réaliser les opérations relevant des différents processus opérationnels spécifiques à l'organisation, avec les performances attendues et qui sont de nature à assurer de manière pérenne tout avantage concurrentiel visé et obtenu. La GRH doit trouver l'équilibre nécessaire entre les attentes de l'organisation et les souhaits personnels des cadres, de façon à obtenir une satisfaction mutuelle des deux parties et assurer un engagement permanent des cadres et leur déploiement volontaire pour une productivité maximale et pour une réussite de plus en plus renforcée. La GRH doit mettre en place des mécanismes validés institutionnellement pour assurer la motivation et la satisfaction des cadres par des moyens appropriés et perçus par l'ensemble comme équitables. Nous allons donc, dans cette série, nous allons consacrer un épisode à la motivation. La GRH doit mettre en place des mécanismes qui permettent d'anticiper les changements qui peuvent investir l'environnement professionnel, technologique et social de l'organisation et préparer les réponses adéquates en termes d'adaptation et en termes d'évolution et qui intéressent la nature du travail, et donc l'adaptation des situations de travail, les compétences, qu'il s'agisse de compétences émergentes ou de compétences obsolètes, et qui impliquent nécessairement des adaptations au niveau de l'environnement social interne et qui nécessitent également l'actualisation des outils de référencement tels que le référentiel des emplois de compétences, la cartographie des postes, le système de parcours professionnel type et ainsi de suite. Quels sont les domaines d'intervention de la GRH? L'intervention de la fonction gestion des ressources humaines au niveau de l'espace organisationnel intéresse 4 dimensions. Une dimension technique, il s'agit de déterminer le contenu du travail et de l'organiser en termes d'emploi et de définir les compétences exigées pour chaque emploi, ainsi que la mise en place d'un système de parcours professionnel pour encadrer l'évolution professionnelle des cadres et leur promotion. Nous notons d'ores et déjà qu'au niveau de cette série,
Nous allons réserver un épisode pour vous montrer comment élaborer un référentiel des emplois et des compétences, comment définir des emplois, comment définir des compétences. Nous allons également réserver un épisode pour vous montrer comment élaborer un système de parcours professionnel type. La deuxième dimension de l'intervention de la GRH, c'est la dimension administrative. C'est le déploiement complet de la fonction gestion du personnel avec ses aspects juridiques, recrutement juridique, etc., administratif et financier. La troisième dimension, c'est la dimension sociale qui intéresse la gestion des aspects relatifs à la législation sociale, à l'amélioration de la qualité de vie au travail et notamment la préservation de la santé et sécurité au travail. Bien sûr, je rappelle toujours qu'au niveau de chaque point, qu'au niveau de cette série, chaque point dans le domaine de la gestion des ressources humaines fera l'objet d'un épisode, disons, autonome. La quatrième dimension, c'est la dimension managériale qui vise à déployer un management en mesure d'assurer la mobilisation et le développement professionnel et social des ressources humaines pour leur engagement permanent pour la réalisation des objectifs de performance et de progrès de l'organisation. Les modèles de la GRH. Se basant sur 5 configurations organisationnelles établies par Mintzberg, Pichot et Nizet ont proposé une typologie comprenant 5 modèles. Cette typologie prend en considération le type de critères utilisés pour gérer le capital humain de l'organisation. Absent ou implicite, plus ou moins formalisé et structuré, ces critères donnent à chaque modèle ses caractéristiques principales qui le distinguent des autres modèles. Ces 5 modèles sont le modèle arbitraire, le modèle objectivant, le modèle individualisant, le modèle conventionnaliste, le modèle valoriel. Nous allons voir un à un ces modèles et leurs caractéristiques principales. Voyons maintenant le modèle arbitraire. C'est généralement l'apanage des petites entreprises relevant quasiment de l'autorité du dirigeant. La GRH est caractérisée par la prédominance de l'informel et de l'instantané. Elle est imprégnée par une culture organisationnelle produite par l'esprit maison régnant. Aucune planification n'est mise en œuvre. Le recrutement fait suite à des échos informels ou à des recommandations dans le cadre de réseaux sociaux. Les renvois, généralement arbitraires, se font sur le champ sans formalité préalable. Le salaire est accordé soit sur la base de tâches autonomes, soit à la pièce, soit au temps aléatoire. D'ailleurs, cette rémunération reste assez faible. La promotion, très rare, est décidée arbitrairement par le patron. La formation, centrée sur le court terme, est faite sur le temps. Non institutionnalisée et présentant peu d'intérêt pour les cadres, elle reste tributaire des contraintes des changements dans le système socio-technique. Elle reste également orientée vers l'acquisition de savoir-faire ponctuels relatifs à une fonction ou à des tâches spécifiques. L'évaluation reste assez subjective et sans formalisation et sans fondement sur des critères objectifs. La communication est centralisée et s'opère selon un modèle informel. Les relations professionnelles sont inexistantes.
pas de tradition syndicale, pas de pouvoir associatif, aucune représentation du personnel. Enfin, pour mieux caractériser ce modèle arbitraire, certains auteurs tels que de Coster l'ont qualifié de système féodal. Le deuxième modèle de la typologie de Pichot et Nizet est le modèle objectivo. Dans ce modèle, la culture d'organisation prévalente est le légalisme omniprésent et une politique GRH prédéfinie et encadrée. C'est un modèle qui valorise le respect de la règle et de l'autorité hiérarchique et qui est dominé par l'aspect d'équité et de justice. Dans ce modèle, la GRH est formalisée et fondée sur des critères impersonnels uniformes qui s'appliquent à tout le monde, qu'il s'agisse de recrutement ou de sélection ou d'évaluation ou de rémunération ou de formation ou de n'importe quel acte de gestion des ressources humaines. Toute la gestion est soumise à des procédures validées et documentées. La gestion des entrées est conditionnée par la définition et la description des situations de travail, c'est-à-dire des postes de travail. C'est une gestion planifiée et fortement axée sur une dimension quantitative. En effet, la gestion des effectifs est peu reliée aux autres aspects de la GRH. La rémunération est régie par les normes de classification. Il s'agit généralement de classification sectorielle. On rémunère un poste et non un individu. Le salaire au rendement n'est pas exclu, mais il est déterminé sur la base de règles et critères prédéfinis. S'agissant de la communication, c'est une communication centralisée et formelle qui prend forme de notes de service, de tableaux d'affichage, de journal d'entreprise, de réunions d'information sur Internet, etc. Quant aux relations professionnelles, elles sont fondées sur la délégation-représentation. C'est l'organe syndical qui représente les travailleurs vis-à-vis de la direction. Telles sont les principales caractéristiques du modèle objectif. Le troisième modèle, c'est le modèle individualisant qui est fondé sur des critères sur mesure déterminés suite à des accords entre le supérieur hiérarchique et ses collaborateurs. C'est un modèle centré sur la compétence qui est le facteur essentiel de toute considération dans la gestion des ressources humaines. Ce sont le savoir-faire et la performance des ressources humaines qui fondent leur statut. Et par conséquent, on va se trouver devant divers statuts et divers parcours professionnels au niveau de l'organisation. Cette diversité ne va pas jusqu'à créer des fractures au sein de l'organisation, car la culture organisationnelle est articulée autour d'un projet commun qui reste la boussole unifiante ou bien unifiante. Dans ce modèle, le management est de type participatif, ce qui favorise l'expression et la participation aux décisions, notamment au niveau opérationnel. Il s'agit aussi d'un management par objectif, privilégiant donc une gestion axée sur le résultat, ce qui rend l'évaluation des performances plus aisée et plus concrète. Et de ce fait, les salaires et autres éléments de rémunération sont liés aux résultats et aux performances réalisées par chacun. Dans ce modèle, il faut signaler que la pratique des incentives est très présente.
La formation, de son côté, est considérée comme un levier stratégique qui permet de faire face à un environnement de plus en plus complexe et en perpétuelle mutation. Pour ce faire, la formation est pluridisciplinaire. Elle est technique, commerciale, budgétaire, comportementale et autres. La formation est surtout orientée vers le moyen terme et fondée sur la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des effectifs. Elle est fortement liée à un système de parcours professionnel négocié. Pour la communication, elle résulte qui reste le résultat d'un management participatif. Elle est décentralisée, latérale et informelle. Il reste à remarquer que, de par sa nature, ce modèle nécessite de multiples mécanismes de coordination et d'intégration. C'est pourquoi, comme on vient de le voir, la culture d'organisation constitue un véritable projet managérial visant à consolider une identité commune et neutraliser toute segmentation des liens sociaux. Le quatrième modèle, c'est le modèle conventionnaliste. Dans ce modèle, caractérisé par l'influence et le poids de la compétence, les critères et règles de gestion sont généralement définis par des décisions collectives suite à de larges débats entre les pairs. Même au niveau de définition des stratégies et politiques, les décisions sont également collégiales. Le processus de gestion des entrées est dominé par la sélection. Examen des dossiers au sein d'une commission ad hoc, jury constitué parmi les pairs, validation par l'ensemble des pairs des choix proposés. En amont, le système d'accès aux professions concernées est fortement réglementé sous l'influence des associations professionnelles. La formation est également entièrement maîtrisée par les professionnels eux-mêmes. Elle revêt des aspects d'auto-formation tels que les lectures, les séminaires, les rencontres, les colloques et autres. La promotion est liée à l'évaluation et en est la conséquence. Les modalités et critères d'évaluation sont fixés par les pairs et son aboutissement est conditionné par leur reconnaissance. Les promotions de responsabilité dépendent de l'élection par les pairs. Cette promotion est généralement soumise au régime des mandats à durée déterminée. Le temps de travail est également entièrement sous le contrôle des professionnels et peut prendre divers modes: travail à distance, horaires décalés, séjour d'études, etc. Les relations professionnelles sont fondées sur les principes d'éthique et de déontologie. La communication est de type décentralisé et collégial. Enfin, il y a lieu de noter que la culture organisationnelle prévalente dans ce modèle est dominée par les clivages corporatifs et disciplinaires. Le cinquième et le dernier modèle de GRH est le modèle valoriel, dans lequel les ressources humaines de l'organisation ne sont pas considérées comme des employés, mais comme des membres unis par le projet institutionnel de l'organisation et mobilisés par des valeurs communes impliquant le don de soi. Donc, il n'y a pas lieu de penser à une GRH dûment formalisée et réglementée. Cette fonction reste implicite et ne renvoie pas nécessairement à une vision managériale, ni à un acteur désigné pour définir et mettre en œuvre les politiques et règles du GRH. Cette absence de formalité n'handicape pas l'organisation,
étant donné que les notions de salaire, de promotion et de temps de travail ne constituent pas des priorités et ne revêtent nullement un intérêt quelconque. Ils sont même considérés comme illégitimes et contraires à l'engagement des membres et à leur adhésion à l'activité bénévole et à un projet institutionnel commun. La formation reste un outil qui vise à apporter aux membres des savoirs et savoir-faire nécessaires pour assurer leur mission. Le temps de travail n'est pas défini. Pas de limite entre temps de travail pour l'organisation et temps libre. L'évaluation est permanente et vise à vérifier le dévouement des membres et leur adhésion réelle aux valeurs de l'organisation. Nous souhaitons que cette série puisse répondre à vos attentes et vous apporte une valeur ajoutée réelle. Nous vous informons d'ores et déjà que le deuxième épisode portera sur le processus de mise en place d'un projet intégré de GRH avec un schéma récapitulatif que nous expliquerons. Dans les épisodes suivants, vous trouverez la description de différents outils à concevoir, à élaborer et à mobiliser dans le cadre du projet intégré de GRH, à commencer par l'outil de base qui est le référentiel des emplois et des compétences. Nous espérons que vous allez continuer avec nous et réagir sur ce qui a été présenté. Nous sommes là si vous voulez nous demander des éclaircissements ou des conseils. Et pour cela, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche. Comme vous pouvez nous encourager à faire davantage en aimant notre contenu et merci pour votre suivi.